moi, je dirais un mot de la société d'encouragement qui nous accueille. Alors, je dis ça pour sujet. C'est une association qui a été créée en 1801 par Bonaparte, au moment où se crée l'industrie et au moment où commençait à se créer un peu l'Europe. Avec la vision de Bonaparte, mais c'était quand même une vision intéressante. Et on a la chance d'être toujours vivant de 120 ans et que l'industrie redevienne un peu à la mode, pour le meilleur, j'espère. Et c'est vrai que le sujet qui a été choisi aujourd'hui est vraiment d'actualité parce que, à la fois sur le plan industriel et énergétique, il y a des décisions qui sont prises ou qui vont être prises au niveau européen, qui vont déterminer la compétitivité de l'Europe, mais également des différents pays en fonction de leur acquis. Encore une fois, dans le cas de la France, on a vu notre emploi industriel divisé par 2, alors que d'autres pays arrivaient à le maintenir. On est passé de 23 à 10, là où les Allemands, ou les Italiens, même les Espagnols restaient à des niveaux supérieurs à 20%. Et puis, il y a des choix énergétiques, parce que je pense qu'il faudra qu'on parle de ça également, parce que c'est déterminant pour l'industrie française, comme pour l'industrie allemande, hein, donc pour tous les pays européens, qui doivent être faits au niveau européen et qui vont déterminer la compétitivité de nos pays, donc déterminer la capacité à avoir des emplois industriels en France. Et on sait ô combien l'industrie est importante pour des raisons de cohésion sociale, pour des raisons d'emploi, pour des raisons également de pouvoir d'achat à terme et de création de valeur sur notre pays. Donc on est impatient, et je ne serai pas beaucoup plus long, de vous entendre sur le sujet, et merci à vous qui allez animer le débat. Je crois que c'est bien que ce soit des jeunes qui le fassent, parce qu'on a un vrai sujet également, c'est le sujet d'attractivité de l'industrie, des emplois industriels pour les jeunes, et de les convaincre, en tout cas c'est ce qu'on défend à la société d'encouragement, que ce n'est pas incompatible, autrement dit que pour moi je dis que l'industrie sera verte ou ne sera pas, et le pays sera vert, ne sera pas vert, je ne sais pas si vous serez d'accord, s'il n'y a pas d'innovation technique et de progrès technique. Voilà. Donc je passe la parole rapidement peut-être à Sylviane d'abord, en tant que vice-présidente de la société d'encouragement et qui s'occupe un peu des sujets, qui est passionnée par l'écologie. Donc moi, j'espère qu'elle sera d'accord avec ce que j'ai dit, et je te passe la parole. Non, merci Olivier. Je voulais juste rappeler et le redire qu'effectivement, c'est nos membres aussi qui ont préparé ce débat avec vous, et en l'occurrence, on est très heureux de parler de climat à l'échelle européenne, parce que quand on parle à l'échelle européenne, évidemment, on a la France au cœur, mais on a aussi le monde, et ça c'est très important. Et je voulais simplement vous dire que ce n'est pas, et ce ne sera pas la seule fois où on parle de cela ici dans ces murs. Nous en parlons régulièrement dans presque toutes nos conférences, nos cycles sur l'énergie, mais aussi bientôt nous allons organiser une fresque du climat ici à l'Hôtel de l'Industrie. Donc n'hésitez pas à venir le 22 juin. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire. Donc juste un tout petit peu pour vous dire que ces sujets-là sont des sujets sérieux, sont des sujets politiques, mais sont aussi des sujets du citoyen et de chacun de nous, et à nous de nous les approprier. Donc venez aussi ici pour vous sensibiliser à ces questions. À très vite en tous les cas, et merci. Merci. Merci de ces quelques mots d'introduction. Alors, ce débat de ce soir, ou cet entretien de ce soir, est le premier d'une série de débats qui vont nous amener jusqu'aux élections européennes de 2014. Donc c'est 24, pardon. De 2024. Donc nous inaugurons la campagne en fait aujourd'hui. Voilà. Donc, cher Yannick Jadot, toute l'Europe est de plus en plus affectée par les effets du changement climatique. Son économie et son industrie n'y échappent pas. Tout le monde le sait et tente de colmater les brèches après chaque catastrophe. Donc incendie, sécheresse, inondation, pollution massive. Il n'en demeure pas moins que l'Union européenne reste, il faut le dire, le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde,
et figure du fait de son poids économique actuel parmi les 3 plus gros consommateurs d'énergie derrière la Chine et les États-Unis. Pour autant, les efforts de l'UE commencent à porter leurs fruits, et vous allez nous en convaincre, et ces engagements restent très ambitieux. En 2021, l'UE a par exemple rendu la neutralité climatique, c'est-à-dire l'objectif de 0 émission nette d'ici 2050, juridiquement contraignante dans l'UE, avec un objectif intermédiaire dont vous avez tous entendu parler de 55% de réduction d'ici 2030. Le pacte vert européen et la feuille de route pour y arriver, le programme Fit for 55, en bon français, prêt pour 55, de la Commission comprend la révision de la législation existante sur la réduction des émissions et l'énergie. Le règlement européen sur les sujets environnementaux ne cesse de se durcir, comme l'a récemment souligné quelqu'un que vous connaissez bien. Le président de la République. Pas tant que ça. Bon. Mais il vous connaît. À quelques semaines de la publication de la loi de programmation sur le climat en France, qu'on promulgue tous les 5 ans, comme vous le savez, les industries les plus polluantes, c'est-à-dire les usines à papier, les cimenteries, la chimie, la sidérurgie, devront-elles changer de braquet? Et si oui, comment, pour ne pas engendrer des suppressions d'emplois massives? Les conséquences de la guerre en Ukraine ont bien contribué à une prise de conscience générale en Europe de la nécessité d'accélérer encore la transition écologique, énergétique surtout, une fois les effets à court terme de l'inflation en particulier atténués. Et pourtant, le découragement pointe le bout de son nez. Comment l'Europe peut-elle éviter que la peur tourne au défaitisme au sein de sa population et au sein des plus jeunes en particulier? Comment soutenir une industrie française négligée depuis de nombreuses années, vous l'avez entendu tout à l'heure, performante et maintenant durable, pilier des technologies nouvelles, et nous l'évoquerons lors d'un prochain entretien, alignée sur les accords de Paris, dans une Europe malheureusement trop souvent divisée et instable dans ses prises de décision climatiques et énergétiques. Je ne cite personne, mais bien sûr, les déclarations qui ont été faites par nos amis, les Allemands, en particulier, nous inquiètent. Voilà ce que je voulais dire. Je vais passer la parole à Aurore, qui va vous parler au nom des jeunes Européens. Merci Eric. Tout d'abord, je tenais à remercier Olivier de nous accueillir. Merci Monsieur Yannick Jadot d'être parmi nous aujourd'hui. Moi, je suis Aurore, je suis la présidente des Jeunes Européens étudiants de Paris. Donc, c'est une des 3 sections parisiennes de Paris, du coup. C'est une exception française, donc on a énormément de bénévoles. C'est pour ça qu'on a 3 sections. Et du coup, je tenais à vous remercier d'être ici présent. Je vois beaucoup de jeunes Européens, ça fait plaisir. Et je tenais effectivement à rappeler l'engagement de la jeunesse sur ce sujet qui nous concerne tous. Parce qu'effectivement, ce que je vais dire, c'est pas très original, mais on a hérité d'une planète très très dégradée, pas forcément de notre fait, mais c'est une préoccupation qui nous concerne tous les jours. On y pense beaucoup. Et effectivement, cette planète serait de moins en moins capable d'assurer les conditions tout simplement de la vie de l'espèce humaine. Et c'est un sujet très préoccupant. Mais je tenais aussi à rappeler que c'était avant tout un combat intergénérationnel
Et la co-organisation de cette conférence l'illustre bien. On est très heureux de faire ça avec le Mouvement européen Paris. Donc merci beaucoup. Je tenais également à dire que l'objectif de cette conférence s'inscrit vraiment pleinement dans les objectifs de notre association, qui est avant tout de militer pour la démocratie européenne, de rendre l'Europe, en tout cas de montrer ce que fait l'Europe, que ce soit positif comme négatif. Il faut avant tout que les citoyens puissent s'en saisir. Donc c'était très important pour nous. Et effectivement, je veux dire, le fait d'avoir un député, un acteur politique qui puisse nous montrer, nous démontrer donc ses combats, nous faire part de ses combats, de son rôle et du fonctionnement des institutions, c'est aussi ça, la démocratie européenne. Donc merci encore, monsieur le député. Et je vais tout de suite introduire nos deux intervenants qu'on a le plaisir d'avoir aussi parmi nous, qui vont modérer cette conférence. Donc Chloé Sagaspe, qui est conseillère de Paris, écologiste, et vice-présidente de la commission environnement du Conseil de Paris, ainsi que membre du bureau du Mouvement européen Paris. Et des jeunes européens, effectivement. Et des jeunes européens. Pour encore de nombreuses années, effectivement. Parce que les jeunes européens, c'est les jeunes de 16 à 35 ans. Donc c'est encore un peu de marge. Et Ashraf Ben Tahar, qui est également membre des jeunes européens, et qui est étudiant et qui fait un master de management et transition écologique et qui est également co-responsable des relations européennes au sein des jeunes européens étudiants de Paris. Donc voilà, Monsieur Janis Jadot, maintenant je vais vous présenter très rapidement parce que je pense qu'on vous connaît tous très bien. Vous avez été donc un militant écologiste depuis de nombreuses années, enfin j'ai envie de dire depuis toujours. Vous avez commencé à vous engager dans plusieurs organisations non gouvernementales, dont Greenpeace. Vous avez rejoint ensuite les Verts en 1999 pour défendre les causes qui vous sont chères et cela fait maintenant 14 ans que vous vous êtes engagé en tant que député européen dans le parti Europe Écologie Les Verts. Donc, avant de laisser la parole à Chloé et à Ashraf pour l'animation de cette conférence, j'aimerais vous poser une première petite question introductive. De Greenpeace au Parlement européen, quels ont été vos principaux combats ou peut-être une grande fierté ou une grande déception, comme vous préférez. Bien, merci infiniment, merci pour cet accueil, merci pour cette coproduction. C'est bien le sujet de la lutte contre le dérèglement climatique, ce sera forcément, si on veut y réussir, une coproduction. Et je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. Les grands combats européens. Moi, je me suis beaucoup investi, effectivement, sur plusieurs sujets qui vont concerner le débat de ce soir. Beaucoup sur les questions de la globalisation et des accords de libre-échange. On en reparlera, je crois, à propos de l'accord avec le Mercosur. Et puis, évidemment, beaucoup sur les questions qui touchent très directement à l'environnement. Alors, j'ai en mémoire quelques victoires particulières, parce qu'on se sent à ce moment-là plus important qu'à d'autres moments. On a l'impression que son travail et la façon dont on l'a fait, à un moment donné, a fait la différence sur certains combats. Je pense par exemple à l'interdiction de la pêche électrique. Ça peut paraître presque anecdotique au regard du sujet du climat, mais j'ai été particulièrement fier de ce combat parce qu'on l'a mené avec les pêcheurs de Boulogne et des Hauts-de-France, parce que justement, c'est une pêche artisanale, il y a beaucoup de pêche artisanale encore en France, et que cette pêche artisanale, notamment pour pêcher la sole, était menacée par un système industriel, la pêche électrique, qui envoie des chocs électriques dans le sol et fait que en fait, toutes les sols sont électrocutés, remontent, et ça fait des ravages, et nos pêcheurs n'avaient plus de quoi pêcher. Et c'est pour moi la vision que j'ai de l'écologiste, c'est une vision à la fois ancrée avec celles et ceux qui font vivre les territoires, et avec celles et ceux que j'appelle les travailleurs de la nature, que ce soit des paysans ou des pêcheurs. Je pourrais parler aussi d'un sujet important qui est l'ajustement carbone aux frontières.
On aura l'occasion d'en reparler parce que je crois que c'est une des manières dont l'Europe doit aborder la question climatique. C'est-à-dire qu'à la fois être extrêmement ambitieux parce que responsable sur la question du climat, et à partir du moment où on demande des efforts à nos entreprises, il est absolument insupportable qu'on puisse importer des produits d'autres pays où les règles ne sont pas les mêmes, et ça créerait un dumping climatique qui serait effectivement totalement déstabilisant pour notre industrie au moment où on appelle chacune et chacun à la responsabilité. Donc voilà 2 combats, mais en 14 années, on en a fait pas mal, en vrai. On en a fait pas mal, et il y a une évidence, et vous le savez parce que vous êtes là, c'est que le climat, ça nous concerne toutes et tous. C'est un enjeu global, absolument global. Et que quand on pense global, eh ben, l'Europe est évidemment un levier absolument indispensable pour traiter de la question du climat. Ça ne suffit pas. Mais l'écologie et la lutte contre le dérèglement climatique dans un seul pays, ça ne sert à rien. Donc on a notre part de responsabilité, il faut montrer l'exemple, on a notre responsabilité historique et pas simplement aujourd'hui dans nos émissions de gaz à effet de serre, et on a surtout l'absolue nécessité de démontrer qu'on peut lutter contre le dérèglement climatique à la hauteur des enjeux, tout en innovant, tout en... je ne vais pas dire reconstruire, en construisant un modèle économique et un modèle industriel qui participe aussi de l'aménagement de nos territoires, participe de l'emploi, participe d'une mobilisation de l'ensemble des forces vives dont on a absolument besoin, sinon ça ne se fera pas. Merci Yannick. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je suis ravie de voir aussi autant de monde dans la salle, en particulier des jeunes. Puisqu'on l'a dit, c'est un sujet qui va concerner principalement les générations futures, mais pas que. Et on parle ni plus ni moins que de l'avenir de l'humanité, en quelque sorte. C'est un enjeu global, mais un enjeu qui nous concerne toutes et tous. Et donc, je pense que tout est dit dans le titre de cette conférence. Et merci en tout cas, Yannick, d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi le titre de la conférence ? L'UE en fait-elle assez pour le climat ? Voilà, donc tu vas pouvoir y répondre. On va déjà merci aux jeunes Européens avec qui on a préparé cette table ronde. Je sais qu'il y avait énormément de questions qu'ils avaient à te poser. Alors le temps étant imparti, puisqu'on va avoir aussi un échange avec la salle, c'est ça aussi intéressant de pouvoir discuter avec le public. On a essayé de retenir quelques questions principales et on va commencer d'abord, ça a été évoqué par Eric sur la question de Fit for 55, qui a beaucoup de noms, le Green New Deal, le Pacte Vert, on en a beaucoup parlé. Moi j'aimerais un peu avoir ton ressenti déjà, quelles mesures il contient principalement. Est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu ? On parle de 55% d'ici 2030 qui est un objectif intermédiaire, et d'être le premier continent au monde en fait à atteindre la neutralité carbone en 2050. Est-ce que c'est un objectif réalisable ? Est-ce qu'on donne les moyens d'arriver ? Et quelles solutions pour y arriver ? Alors, l'Europe est incontestablement le bon élève de la classe internationale en matière de lutte contre le dérèglement climatique. On est souvent, quand on est dedans, c'est jamais assez, mais quand on regarde ce qui se passe à l'échelle mondiale, alors il y a toujours des pays qui font mieux, mais quand on regarde la dimension de l'Union européenne, incontestablement, l'Europe est en première ligne. Et depuis longtemps. On parle aujourd'hui assez facilement de planification écologique. La seule planification écologique qui existe, c'est la planification écologique européenne. Quand vous décidez au niveau européen d'un paquet climat-énergie, ça couvre absolument tous les champs et ça rentre dans la loi. Ce n'est pas seulement du discours. Donc, sous présidence française, vous vous souvenez peut-être, en 2008, il y a le premier paquet climat-énergie, où on va définir des objectifs pour le climat, des objectifs en matière énergétique, avec une ambiguïté qui est que l'énergie dans les traités européens n'est pas une compétence exclusive européenne. C'est une forme de compétence partagée.
C'est-à-dire que chaque pays est en responsabilité sur son mix énergétique, et la façon dont l'Europe a contourné cette contrainte, c'est au fond de dire voilà ce qu'on veut pour le climat en matière d'émissions de gaz à effet de serre, voilà ce qu'on veut pour le développement des énergies renouvelables et de nos économies d'énergie et de l'efficacité énergétique. Donc c'est une façon, au fond, petit à petit, de restreindre le champ des compétences nationales, parce que plus on va mettre de renouvelables et plus on va économiser l'énergie, évidemment, et plus le mix énergétique strictement national sera restreint. Donc on a commencé en 2008. Après, ça a été, y compris historiquement, toutes les négociations internationales où l'Europe a tenté, comme elle a construit ses propres règles, de porter à l'échelle internationale ce qui est la règle consentie, comme on le fait au niveau européen. C'est-à-dire qu'on se met d'accord autour d'une règle, et puis on la décline dans chaque pays en objectifs obligatoires, contraignants, chacun selon ses moyens et ses responsabilités. C'est ce que l'Europe a porté, y compris avec le protocole de Kyoto, pendant des années, et puis patatras, en 2009, à la grande conférence sur le climat de Copenhague. Vous vous souvenez, Obama venait d'être élu président, il était prix Nobel. En Europe, c'était Sarkozy, Gordon Brown et Angela Merkel. C'était à qui sauverait le climat la première ou le premier. Et puis, en 2009, qu'est-ce qui se passe à Copenhague? C'est l'approche européenne de la réglementation, de l'organisation des règles climatiques qui s'effondre. Au fond, les États-Unis font alliance avec l'Inde, avec le Brésil, avec la Chine, pour dire, en fait, on va avoir une démarche qui ne sera plus la règle commune avec des objectifs contraignants, on sera sur une coopération internationale en matière de climat. Et il n'y a plus de règles contraignantes, ça devient de la soft law. Et on va avoir tout ce développement, mais en 2009, il y a un point très clair, c'est que quand on va, moi j'y étais à Copenhague, quand on va là-bas, le climat, c'est les scientifiques et les générations futures. Depuis, ça a totalement basculé, puisque le dérèglement climatique nous a rattrapés, ses conséquences se sont accélérées, et chacun, aujourd'hui, est percuté, touché dans sa chair du dérèglement climatique, sachant qu'en France, on n'est pas les plus mal lotis. En plus, il y a beaucoup d'autres pays, notamment les pays du Sud, où c'est absolument dramatique. Donc l'Europe a continué à évoluer de ce point de vue-là, avec différents paquets climat-énergie, et aujourd'hui, on a, depuis 3 ans, adopté ou construit le nouveau paquet climat-énergie pour 2030, c'est effectivement 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la négociation sur l'efficacité énergétique, sur l'éco-conception des produits, sur les bâtiments, sur l'ajustement carbone aux frontières et évidemment sur les énergies renouvelables. Est-ce que c'est assez? Non. Les scientifiques nous le disent, si nous voulons respecter l'accord de Paris, il faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 65% d'ici 2030 et être dans la neutralité climatique aux environs de 2040-2045 si on veut être à la hauteur de notre responsabilité historique, présente, future. Donc on n'en fait pas assez. Pourquoi on n'en fait pas assez? Au fond, c'est ça le sujet qu'il faut se poser. C'est qu'il y a beaucoup changer de modèle, c'est toujours très compliqué. À la fois, il y a des rentes énormes. Je veux dire, l'économie fossile est une économie de rente extraordinaire. Je veux dire, quand vous allez dans les négociations internationales, quand vous avez l'Arabie Saoudite, tous les pays du Golfe, d'autres pays qui produisent du pétrole, arrive, parce que c'est un consensus international, un accord sur le climat, arrive à faire en sorte qu'aujourd'hui encore, le terme énergie fossile, pétrole, n'apparaît pas dans l'accord sur le climat. On ne parle pas de pétrole. Donc c'est totalement aberrant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éléphant dans la pièce qui touche tous les murs, mais on n'aborde pas la question explicitement de la sortie des énergies fossiles, ce que fait l'Agence internationale de l'énergie, ce que réclame le GIEC. Mais
dans la négociation n'arrive pas. Donc il y a des rentes extraordinaires. Sachant que, vous le savez, les énergies ont des histoires différentes, des identités différentes. Le charbon a été une énergie très sociale. On a construit les syndicats, on a construit le mouvement ouvrier autour du charbon. Vous parliez, il est passé où le président? Il m'écoute de loin, d'accord. Non, mais on a parlé du charbon et de l'industrialisation au XIXe siècle. Les mouvements syndicaux se sont construits sur le charbon, sur les mines. Ils sont parfois morts sur les mines. Vous pourrez prendre les syndicats britanniques avec Thatcher et les grandes grèves autour de la fermeture des mines. Et quand, moi je suis allé en Silésie, en Pologne, quand vous discutez de la sortie du charbon, c'est pas simple. Le charbon et être mineur, c'est une identité sociale, c'est une identité politique, c'est une identité territoriale, c'est une identité culturelle. Et donc ça a beau être un métier extrêmement lourd, extrêmement pénible, ce sont des choses comme ça. Le pétrole, c'est l'énergie de la mondialisation. C'est l'énergie des dictatures. Il y a quand même peu de pays qui produisent du pétrole qui sont des démocraties. Alors on peut mettre la Norvège un peu à part, mais quand on regarde dans le monde, c'est quand même, ça cogne dur. C'est l'énergie de la financiarisation. C'est l'énergie aujourd'hui de groupes ultra puissants qui s'affranchissent de leurs responsabilités. On pourra parler du groupe Total parce que ça nous concerne nous en tant que Français, mais qui s'affranchissent complètement de leurs responsabilités. Bref, tout ça pour dire quoi? Qu'il y a des oppositions, il y a des rentes, et puis il y a nos habitudes qui ne sont pas simples. Et puis il y a, au fond, notre capacité à envisager ce que serait la société climatique. Et pour ça, me semble-t-il, on doit répondre à 3 questions. Et après, je vous redonnerai la parole. 1. On sait que la transition climatique, il faudra la faire. La seule question, c'est de savoir est-ce qu'on va la faire dans le bon timing ou pas. Est-ce qu'on respecte les accords de Paris ou est-ce qu'on laisse le climat continuer à s'emballer, sachant qu'aujourd'hui, y compris dans l'opinion publique qui est pourtant informée, quand on dit 2100, ce sera 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, ça ne paraît pas très différent comme avenir. Alors qu'il faut penser le réchauffement climatique comme la température corporelle. Si vous passez à 39 degrés, vous êtes malade, mais vous pouvez encore fonctionner, j'allais dire. Si vous passez à 40, 41, là, c'est effectivement votre vie qui est en danger, qu'il faut. Donc, 1, est-ce qu'on va le faire dans le bon timing? Aujourd'hui, on n'y est pas, mais est-ce qu'on va le faire? La deuxième question, dans notre société qui est très perturbée, très insécurité, c'est est-ce que l'action climatique sera juste? Il nous faut absolument, et on en parlera dans le débat, que les populations les plus fragiles, les plus vulnérables soient les grands vainqueurs de la transition climatique. Ça, c'est le côté absolument indispensable. Cette transition climatique, elle doit être juste socialement. Aujourd'hui, les plus vulnérables sont les plus impactés par le dérèglement climatique, les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Ces populations-là doivent être les premières à bénéficier de toute action climatique. Et la troisième question qui concerne particulièrement ce lieu, c'est au fond qui va la faire, cette transition? Est-ce que ce seront les Chinois? Est-ce que ce seront les Américains? Est-ce que ce seront les Allemands? Ou ce seront aussi, et très largement, les Européens et les Français? Aujourd'hui, étonnamment, je l'ai dit, l'Europe a mené une grande partie de la négociation climatique internationale, a construit sa planification climatique. C'est pas assez, mais ça reste sérieux. Mais l'Europe, vous le savez, c'est un géant réglementaire. Mais on n'a pas un budget européen digne de ce nom, notamment en termes d'investissement, et on n'a pas de dispositif à l'américaine ou à la chinoise de type Buy American Act, c'est-à-dire que dans nos marchés publics, on favorise nos industries. Et donc, la situation totalement paradoxale du moment, c'est que l'Europe, qui a toujours mené la négociation climatique internationale, pourrait perdre la bataille industrielle sur le climat. Et ça, c'est totalement dingue, et c'est maintenant que ça se décide.
C'est maintenant que ça se décide de savoir si on crée l'industrie climatique qui nous permettra à la fois de lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi de répondre aux autres enjeux de la société, le social, l'emploi, le pouvoir d'achat, l'aménagement de nos territoires, et puis évidemment des enjeux essentiels après la guerre en Ukraine ou pendant la guerre en Ukraine, l'enjeu de souveraineté. Eh ben, ça fait la parfaite transition, puisque justement, on ne peut pas parler du sujet du climat sans évoquer la crise énergétique sans précédent que l'Union européenne connaît et la France est particulièrement touchée. Dans le contexte, tu l'as rappelé, de la guerre en Ukraine, tu as été un député européen et aussi en tant qu'ancien candidat à la présidentielle à l'origine de pas mal de propositions assez chocs. Tu l'as dit, la sortie des énergies fossiles, qui, rappelons-le, est la principale cause aujourd'hui du dérèglement climatique. On a évoqué les freins, il y en a, notamment, alors dans le jargon européen, ça parle peut-être pas à tout le monde et tu vas pouvoir nous l'expliquer. On parle de taxonomie verte européenne. On a voulu inclure dedans le gaz ou encore le nucléaire. Quel est ton avis là-dessus, même si je pense qu'on le connaît déjà, et surtout que tu as appelé aussi à un embargo russe sur la question du pétrole et du gaz. Et donc, comment on répond à la crise énergétique? Est-ce que les mesures portées par l'Union européenne sont suffisantes à tes yeux? Là aussi, étonnamment, l'Europe a été très divisée en amont du conflit en Ukraine. Vous vous souvenez des voyages des différents dirigeants européens à Moscou, d'ailleurs plus à Moscou qu'à Kiev, en discutant plus avec Poutine qu'avec Zelensky, où l'Europe, du point de vue de sa politique étrangère, qui est toujours aussi assez faible, a montré le visage habituel dans ce genre de grande crise qui est le défilé des chefs d'État et de gouvernement qui se mettent en scène avec l'agresseur potentiel sans marquer l'unité, la fermeté de l'Union européenne. Bon. Et de ce fait, je pense que personne n'est dans la tête de Poutine, mais nous avons à ce moment-là, en tant qu'Européens, convaincu Poutine que s'il envahissait l'Ukraine, ça se passerait comme quand il a envahi la Crimée ou quand il bombardait la Syrie, c'est-à-dire qu'en fait, des réactions, des discours, des sanctions faibles, mais au fond, qu'il n'y aurait pas de réaction majeure. Heureusement, une fois l'invasion et les crimes de guerre commencé, l'Union européenne est apparue beaucoup plus unie, déterminée, parce que c'est une guerre sur son territoire, donc, territoire de l'Europe. Depuis, effectivement, il a fallu sortir à la fois des dépendances qui étaient aussi des complaisances. Pendant des années, moi je me souviens au Parlement européen, quand on luttait contre Nord Stream 2, donc le pipeline alimentant directement l'Europe à travers l'Allemagne via la Russie en contournant l'Ukraine, on était un peu esseulés. Parce que, à la fois dans notre histoire française, mais pas que française, il y a une relation à la Russie qui est confuse. Il y a de la corruption financière, corruption politique. Quand vous avez un ancien chancelier allemand, notamment, qui avait négocié Nord Stream 2, qui passe au conseil d'administration de Gazprom, entreprise d'État, c'est de la corruption. Quand vous avez un ancien Premier ministre français, François Fillon, allié aussi de Poutine, y compris après avoir occupé Matignon, c'est une forme de corruption. Donc il y a eu de part et d'autre l'idée que, à la fois, cette complaisance vis-à-vis de la Russie pouvait tenir, et la volonté de s'accrocher à un modèle, notamment quand on parle d'industrie, pour l'Allemagne, obtenir, parce que c'est une énergie, le gaz russe passe par des pipelines, c'est une énergie stable, on le pensait, dans la fourniture, et plutôt bon marché. Et y compris, et il faut reconnaître aussi notre part de responsabilité, les écologistes ont toujours construit dans leur scénario de lutte contre le dérèglement climatique, ont toujours considéré que le gaz pouvait être une énergie de transition. Non pas une énergie d'avenir, mais une énergie notamment pour sortir du charbon. Et donc là aussi, patatras.
L'Allemagne et les autres pays européens ont, de fait, largement réduit leur dépendance au gaz russe. Mais le risque, c'est qu'on ne s'est pas dit, en faisant le lien avec le climat, sortons une fois pour toutes des énergies fossiles. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire par exemple que nous allons substituer le gaz russe par du gaz naturel liquéfié importé, qui lui relève d'une concurrence internationale extrêmement brutale. Autant quand vous êtes relié à un pipeline, ben votre fournisseur il n'a pas beaucoup d'autres choix en fait de ses clients. Autant quand vous avez un tanker rempli de gaz naturel qui viennent du gaz de schiste canadien ou américain ou qui viennent du Qatar ou d'ailleurs, c'est un marché mondial ultra concurrentiel, potentiellement spéculatif, et il suffit à un moment donné, ce sera comme les masques, c'est-à-dire que vous avez un tanker, et si la Chine met je ne sais pas combien d'euros de plus, ou de dollars, ou de yens sur le tanker, et ben le tanker il va en Chine, il ne vient pas en Europe. Donc le gaz naturel ne peut pas, dans notre souveraineté industrielle, dans notre mix énergétique, être une solution d'avenir. Donc la solution, ça ne peut pas être le charbon. Je suis convaincu qu'on aura le débat sur le nucléaire, donc j'en mets pas des caisses dès maintenant. Mais au fond, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'absolue nécessité d'économiser l'énergie. Et étonnamment, c'est le sujet le plus marginalisé. Et il nous reste notamment le développement des énergies renouvelables. Pourquoi la sobriété est marginalisée? Ça, c'est un sujet intéressant. Parce qu'au fond, ce choc que nous vivons, et ça serait intéressant qu'il n'y ait pas que des économistes, des militants, des ingénieurs qui s'y intéressent, que ce soit aussi des sociologues, des anthropologues, des psychanalystes, on est face à un choc qui est très violent aujourd'hui, le dérèglement climatique. Et le risque dans lequel on est aujourd'hui, et on le voit déjà dans la construction de la loi européenne, on le voit dans le débat français, c'est qu'en fait on se dise, voilà, ok, ça nous tombe dessus, et bien il va falloir s'y habituer. C'est le risque de l'habituation. C'est de considérer que finalement, ben voilà, on va s'en prendre, on va prendre des chocs pandémiques, on va prendre des chocs climatiques, et que voilà, c'est la nouvelle réalité à laquelle on doit s'adapter. Deuxièmement, le risque, c'est le fantasme de la société d'abondance. On en reparlera, mais quand Emmanuel Macron dit au fond, vous inquiétez pas, on fera des réacteurs nucléaires en 2040-2045, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'en fait, on n'a pas tant besoin de se projeter sur une économie et une société de la sobriété qu'on remplacera une énergie par une autre. Regardez tout le discours qu'il y a en ce moment et qu'il y a eu cet hiver. Il y a une guerre, il faut mettre des cols roulés. Les Françaises et les Français, comme tous les Européens, ont économisé leur énergie et ils ont mis des cols roulés. Franchement, si l'hiver, on doit mettre des cols roulés, si c'est ça le dérèglement climatique et la guerre en Ukraine, c'est pas trop dur. Deuxièmement, il faut faire du véhicule électrique, à tout va. Moi, je suis pour la conversion de nos industries de transport, notamment quand on n'a pas le choix, évidemment, vers l'électrique. Mais qu'est-ce qu'on a donné au groupe automobile? On a donné licence, au fond, de faire des véhicules encore plus chers, sur lesquels ils font encore plus de marge, qui sont un peu plus flashy, qui sont plus lourds. Et au fond, on dit, on n'a pas besoin de changer de mode de transport, on va passer juste à la voiture électrique. Troisièmement, on fera effectivement, tout ça sera fourni par le nucléaire qui est une énergie, comme tout le monde le sait, sans risque, pas cher, qui continue, machin, bon, bref. Et donc inclus dans la taxonomie verte européenne. Qui est inclus alors dans l'énergie de transition selon certaines conditions, mais ça pour une raison bien simple. D'ailleurs, la France est toujours alliée avec la Pologne et avec la Hongrie. Ça, en ce moment, c'est l'alliance de la France avec l'Europe de l'Est de manière effrayante. On l'a fait sur la taxonomie, parce qu'eux, ils voulaient du gaz et ils ne voulaient pas qu'on les embête trop vite sur le charbon. La France est aujourd'hui le pays qui bloque l'adoption
de la législation européenne sur les énergies renouvelables parce qu'elle voudrait que son nucléaire soit compris en soustraction de ses objectifs d'énergie renouvelable. La France fait alliance avec l'Europe de l'Est sur Euro 7, qui est la nouvelle réglementation sur les véhicules pour éviter les 300 000 morts européens liés aux particules fines. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, on a le risque d'habituation, de ne parler que d'adaptation, et au fond de perte de vue ce que peut être une société de la sobriété et une société qui s'est transformée pour être économe en ressources, au-delà d'être sobre, évidemment, en carbone. Alors, moi, j'aurais une dernière question avant de passer la parole à Ashraf. Je sais que tu as beaucoup travaillé, tu as apporté une résolution d'ailleurs sur le sujet, sur le mécanisme d'ajustement aux frontières, autrement appelé taxe carbone. Il me semble même qu'elle a été adoptée et que tu t'es abstenu sur ta propre proposition, si je ne me trompe. Ou les Verts se sont abstenus, en tout cas en partie, pour des raisons que ça n'allait pas assez loin ensuite par ce qui a été proposé par la Commission. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, plus exactement ? Alors, l'ajustement carbone aux frontières, c'est l'idée qu'à partir du moment où on a un marché carbone, qu'on met un prix sur le carbone et qu'on demande à nos entreprises de payer ce prix du carbone, donc elles doivent faire des efforts pour décarboner, ça leur crée évidemment une contrainte, un coût de production supplémentaire. Et ce qui est insupportable, c'est l'idée que si vous importez du ciment du bassin méditerranéen, de l'acier, de l'aluminium, du fer, des engrais d'autres pays, toutes ces productions sont très émettrices de gaz à effet de serre et de carbone. Évidemment, il y a un dumping climatique puisque dans leur pays, ces entreprises ne subissent pas la règle ou n'ont pas de marché carbone. Donc, c'est l'idée de faire un SAS. Si vous demandez un effort de 10% à une entreprise sidérurgique européenne, eh ben, vous demandez à une entreprise, vous vérifiez que l'acier que vous importez de l'étranger, en dehors de l'Union européenne, évidemment, paye ces 10% aussi, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. C'est en fait à la fois l'extension de notre... Vous savez que quand on compte nos émissions de gaz à effet de serre, on ne compte que les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons. Dans un pays que et plusieurs fois, comme la France, qui a beaucoup désindustrialisé, la moitié de notre empreinte carbone est importée. C'est moins en Allemagne, par exemple, parce qu'il y a plus d'industrie. Donc on importe des produits qui sont fabriqués en Chine, vous les importez. La production de gaz à effet de serre est comptabilisée en Chine, pas chez nous, alors que c'est pour notre consommation. Donc l'intérêt de l'ajustement carbone aux frontières, puisque vous imposez à tout ce qui rentre en Europe, en tout cas sur certains secteurs, les mêmes contraintes, notre politique climatique n'est plus simplement sur la production des gaz à effet de serre, mais sur notre empreinte carbone, y compris notre consommation. Donc ça, c'est la première chose, c'est intéressant. 2, on lutte contre la concurrence déloyale. 3, du coup, l'objectif, c'est de relocaliser une partie de notre industrie qui aurait pu partir à cause de notre politique climatique ou notre politique environnementale. Donc aujourd'hui, c'est le fer, l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, l'électricité. C'est important, hein, parce que si vous importez, vous pouvez avoir je sais pas quoi, une production automobile d'acier ou sur le site de production, c'est très électro-intensif. Hein. Votre site, il est plutôt vertueux du point de vue du carbone, mais si toute l'électricité, elle vient du charbon, vous avez un problème. Donc c'est important d'intégrer l'électricité là-dedans. Donc on a voté pour, parce que c'est un nouveau mécanisme, même si on considère qu'il y a trop de quotas gratuits, il y a trop de choses, on va avoir des quotas gratuits jusqu'en 2034. Vous vous rendez compte, on est en 2023. C'est-à-dire qu'au fond, on réduit la contrainte très fortement sur les entreprises pour encore 10 ans, alors qu'on sait qu'on a beaucoup moins de temps pour mettre en œuvre la transformation de notre économie. Alors, bonsoir Monsieur Jadot.
Merci pour votre intervention. Merci, bonjour tout le monde. Alors, vous avez évoqué le Green Deal qui a été un plan ambitieux visant à réduire 55% de CO2 d'ici 2030 en Europe. Et comme vous l'avez soulevé, ce plan ne peut se réaliser sans s'appuyer sur des secteurs d'activité économique tels que l'agriculture, qui fait partie. Ce secteur agricole est encadré par une politique agricole commune qui a été créée en 1962 et qui vise à garantir la sécurité alimentaire, assurer une agriculture plus durable et plus inclusive. Alors ma question est comment cette politique agricole commune, nommée la PAC, peut-elle contribuer concrètement à la réalisation des objectifs du Green Deal ? Bien, merci. C'est typiquement un secteur où on a beaucoup de mal à engager les transformations, assez étonnamment. Assez étonnamment parce que je pense qu'il y a une très forte majorité culturelle en Europe et en France pour réduire et sortir des pesticides, pour avoir des paysannes et des paysans nombreux dans nos campagnes, pour faire une alimentation de qualité, pour faire des circuits courts. Mais nos politiques agricoles font à peu près l'inverse de ça. La PAC, c'est historiquement la première politique européenne. On doit être autour de, sur le budget 2023-2027, on doit être autour de 270 milliards d'euros. C'est considérable. C'est plus de 30% du budget européen. En France, chaque année, c'est 9 milliards d'argent européen qui vont vers nos agriculteurs, vers notre agriculture. Et on n'arrive pas, négociation après négociation, on n'arrive pas à valoriser suffisamment celles et ceux qui ont depuis longtemps engagé la transition vers la réduction des pesticides, la réduction des surfaces, les circuits courts, et que ce sont toujours les mêmes en fait qui décident aujourd'hui de la PAC. La PAC, c'est 80% des aides pour les 20% des agriculteurs les plus riches. C'est comme ça. Et ça ne change pas fondamentalement. Alors il y a petit à petit l'idée d'avoir des mesures agri-environnementales, de conditionner l'argent, mais à partir du moment où le principe fondateur de la PAC, qui, pour nos enjeux de sécurité alimentaire, a été de dire on donne l'argent en proportion de la surface et de la production. Plus vous produisez, plus vous touchez. Plus vous agrandissez, plus vous touchez. Et en fait, on rémunère très peu ce qu'on pourrait appeler des services rendus par les paysans, la protection de la biodiversité, la qualité alimentaire, l'aménagement des territoires, toute une série de choses donc sont assez peu rémunérées. Et donc en fait, c'est ce que certains paysans appellent, ça produit ce qu'on appelle le cannibalisme au sein de la profession agricole, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en difficulté, y compris parce que vous êtes dans une agriculture sur certaines productions très mondialisées, donc pour produire du lait, espérer le vendre, du sucre issu de la betterave, ou vous pouvez prendre les autres trucs, vous êtes en concurrence internationale. Donc au fond, ce choix qui a été porté par la profession agricole, c'est assez comique historiquement, rétrospectivement à voir. La fin des quotas laitiers, c'est la profession agricole qui l'a porté. Les plus gros producteurs laitiers se sont dit, mais il y a un marché mondial, pourquoi vous nous empêchez de produire plus alors que le quota laitier était la garantie de rémunération des producteurs? On ne produit pas trop et donc on rémunère. Ils ont dit allons vers le marché mondial. Vous vous doutez bien qu'à bout d'un moment, le marché mondial, vous avez toujours moins cher quand ça vient du Brésil ou que ça vient d'ailleurs. Le sucre, on nous parle en permanence des néonicotinoïdes. Mais on n'en sort pas parce que les producteurs de sucre, de betterave, disent mais si on plante pas dès février, si on sème pas dès février, si on n'en fait pas beaucoup, on crève. Et c'est en partie vrai, mais c'est l'industrie sucrière qui a dit on fait péter les quotas sucre
pour aller conquérir le marché international. Et évidemment, à un moment donné, le sucre venu du Brésil, produit dans des conditions assez dramatiques, est toujours moins cher. Vous avez les producteurs de porc, on leur dit, mais regardez, c'est super, il y a une grippe porcine en Chine. Allez hop, produisez, on va exporter dans le marché chinois. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, la grippe disparaît, les Chinois produisent et ils produisent forcément moins cher que les producteurs européens. Donc vous avez une crise porcine et des éleveurs qui disparaissent. Donc au fond, tant qu'on ne change pas ce modèle-là, nous on a toujours porté l'idée que l'aide devait à la fois rémunérer une partie de la production, mais plutôt des paysans que leur production, et plutôt aussi des services. Et là encore, la France se retrouve en difficulté parce qu'elle a négocié très peu de contraintes environnementales, et quand elle a rendu sa stratégie agricole nationale, elle a créé ce qu'on appelle l'agriculture à haute valeur environnementale. Donc en fait, ils ont dit on ne va pas payer particulièrement les bio, on va payer en fait des agriculteurs qui respectent à peu près les règles. Hein, ça a été l'agriculture raisonnée, maintenant c'est la HVE, tout ça. Et la Commission européenne a dit écoutez, vos trucs de farfelus, là on ne peut plus. Donc à un moment donné, il va falloir être un peu sérieux. Mais l'agriculture a une responsabilité majeure évidemment dans le dérèglement climatique aujourd'hui, à la fois l'élevage, notamment par le méthane. Évidemment, quand vous avez un sol qui est nu, il n'absorbe pas de carbone. Quand vous appauvrissez les sols, tout ça participe du dérèglement climatique, alors que une agriculture, notamment en agroécologie, est une agriculture qui contribue au refroidissement, en plus de nous fournir une alimentation de qualité et d'avoir des paysannes et des paysans nombreux sur nos terres. Je suis un peu lent dans mes réponses, hein, mais j'essaye de... Alors, puisque vous avez abordé le sujet du Brésil, il y a eu dernièrement une polémique sur les poulets colorés que l'Union européenne a importés du Brésil. Vous étiez d'ailleurs justement aussi au Brésil afin d'échanger sur les accords de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. C'est un marché qui regroupe le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. Alors ma question est comment l'UE peut-elle coopérer avec les pays du Mercosur pour mettre en place des mécanismes et suivis de contrôle afin d'assurer que ces accords respectent les engagements environnementaux et climatiques et sans porter atteinte aux intérêts économiques des deux parties. Alors je pense qu'on l'a dit, aujourd'hui, on ne peut plus penser nos relations internationales en se disant à chaque fois qu'on prend une mesure, est-ce que ça ne porte pas atteinte à nos intérêts économiques? Je pense que c'est aussi ça qui nous emmène dans la catastrophe. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'a été la philosophie de l'Union européenne pendant très longtemps, on l'a dit, d'ailleurs on en reparlera, le premier accord européen, c'est le charbon et l'acier. C'est intéressant, en 1952, donc c'était même 10 ans avant le premier traité. Donc ça disait à la fois la volonté de paix. Il faut se remettre dans le contexte, hein, 52, c'est 7 ans après la fin de la guerre, hein, c'est vachement court hein, pour créer un accord qui évidemment réunissait notamment la France et l'Allemagne autour du charbon, de la houille, de l'industrie, pour mettre aussi ou gérer en commun des ressources qui avaient pu aussi servir, ou en tout cas alimenter les guerres. Donc, mais l'Europe, à la fois, elle a construit un modèle autour de l'état de droit, de la démocratie, de la paix. C'est essentiel, il faut le rappeler. Ça doit toujours rester au cœur de notre modèle, malgré l'agressivité de régimes illibéraux ou dictatoriaux en dehors de l'Union européenne et d'une nouvelle agressivité au sein de l'Union européenne par rapport à l'état de droit. Et elle s'est construite aussi, si on met de côté la PAC, autour du marché des consommateurs. En se disant, en fait, on va créer par la règle un marché unique qui sera dynamique et on va
favoriser les consommateurs et donc le pouvoir d'achat. Le pilier manquant de la construction européenne, donc, que nous payons très lourdement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle commune. Ça a toujours été autant d'États membres que autant de souverainisme industriel que d'États membres. Et on a géré chacun notre histoire, on a géré chacun nos industries. Certains ont conservé une industrie, ça a été dit, l'Allemagne, l'Italie, d'autres. D'autres ont considéré qu'effectivement, ça a été le fantasme libéral après les années 90, qui est de dire, au fond, les Chinois sont quand même pas malins, les Brésiliens non plus, les Sud-Africains, les Indiens, tous ces gens-là ne sont pas très intelligents. Donc, ils vont être des ouvriers dans les usines et nous serons l'intelligence et nous serons les services. Au fond, on continuera à innover et les autres, ils continueront à visser des vis. Heureusement, le monde n'est pas comme ça, ni la technologie des micros. Et donc, évidemment, la Chine est en train de développer son intelligence autour de l'innovation industrielle, de l'intelligence artificielle, toute une série de champs extrêmement importants aujourd'hui. Et donc, nous, on a très largement construit notre relation au reste du monde avec une forme d'arrogance. J'aime pas le terme de naïveté, on dit toujours l'Europe a été naïve. On est trop intelligent pour être naïf. On a pu être stupide, on a pu être idiot, mais pas naïf. Et donc on a construit longtemps notre rapport à la mondialisation par des accords de libre-échange. Alors qu'on peut permettre de réduire la pauvreté dans un certain nombre de pays du Sud, incontestablement, mais aujourd'hui le modèle libéral est dans une impasse absolue. C'est-à-dire que cette idée de marchandisation de chaque hectare de forêt, de chaque parcelle d'intimité, avec derrière, on a abandonné les classes populaires ici pour aller les exploiter de l'autre côté de la planète, le dérèglement climatique, les pollutions, le dérèglement climatique, les pollutions, l'effondrement de la biodiversité, une concentration rarement vue dans le monde des richesses, fait que ce modèle aujourd'hui est dans une impasse. Il participe de la déstabilisation de nos sociétés et d'un sentiment profond d'insécurité qui est à la fois ressenti comme une insécurité individuelle. Quelle est ma vie dans ce monde ? Les chocs pandémiques, le terrorisme, la finance, les crises, les guerres, le climat. Une insécurité donc individuelle, une insécurité locale qui décide de l'endroit où je vis, et puis évidemment une insécurité globale, une insécurité collective. Et par rapport à ça, au fond, la question c'est comment on reconstruit des politiques commerciales qui évidemment ne mettent pas fin aux échanges, mais pensent nos échanges en fonction du climat, de la biodiversité, de la justice sociale et de la souveraineté et de la démocratie. Ça, c'est l'histoire de l'Union européenne. Et il nous faut retrouver cette perspective-là. Et alors, le Mercosur est le parfait contre-exemple. Un accord de libre-échange qui a été pensé et engagé une négociation il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était avant 2009, hein, donc avant qu'on ait commencé à réaliser que le dérèglement climatique s'accélérait, enfin, qu'on ait ressenti l'accélération du dérèglement climatique. Évidemment, le GIEC prévoyait tout ça, mais qu'on ait ressenti dans nos vies le choc climatique. Et en fait, cet accord, c'est le Mercosur va exporter plus de viande, de soja, d'éthanol, de poulet, essentiellement ça, vers l'Europe, et nous allons exporter davantage chez eux de services et notamment d'industries, y compris de voitures européennes. Cet accord-là, y compris, est très daté parce que l'Europe a quand même évolué dans ses accords de libre-échange. Par exemple, aujourd'hui, si vous faites un accord avec la Nouvelle-Zélande, ce qui va arriver à notre agenda bientôt, tout ce qui relève dans l'accord de l'environnement, des droits sociaux, des droits humains, est contraignant. Dans l'accord avec le Mercosur, vous avez des règles très strictes
Si vous ne les respectez pas, l'accord est suspendu. Vous avez des règles strictes sur les machines à laver et sur le poulet congelé. Rien sur le climat, rien sur les droits sociaux, rien sur les droits humains. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est dingue. C'est totalement dingue de penser comme ça. C'est un vieil accord. Et surtout, comment imaginer... Alors, on sort de l'époque Bolsonaro. Avec Bolsonaro, on avait réussi à bloquer la finalisation de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Parce qu'il brûlait la forêt. Enfin, franchement, importer du bœuf qui est élevé sur l'Amazonie brûlée, ça ne fait pas tellement rêver l'opinion publique européenne. De la même façon, Bolsonaro cassait les droits sociaux. Il y a eu une remontée du travail des enfants, du travail forcé, au-delà évidemment du combat qu'il menait contre les libertés. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les dictateurs aujourd'hui et les populistes d'extrême droite, pour les caractériser comme ça, sont toujours climato-sceptiques. Ils sont profondément misogynes, ils sont homophobes, et je l'ai dit, ils sont climato-sceptiques. Parce qu'en fait, ils jouent de la même partition sur tous ces sujets-là. C'est à partir du moment où votre schéma de pensée, c'est eux contre nous, vous ne pouvez pas être actif dans la résolution du dérèglement climatique, parce que c'est tous ensemble la lutte contre le dérèglement climatique. Tout l'objet de la coopération internationale, c'est de faire ensemble. Et puis c'est surtout... Quand une société est prise de vertige, comme nos sociétés sont prises de vertige aujourd'hui, au fond, quand vous êtes pris de vertige, vous pensez davantage avec vos tripes, vous avez tendance à regarder en bas, et donc à vous replier, et donc à fantasmer une époque passée, une époque où tous ces sujets du dérèglement climatique, de l'égalité des genres, de la démocratie, de la diversité n'existaient pas. Alors qu'évidemment, il faut regarder devant et faire le pas de l'intelligence. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Donc en fait, importer plus de bœuf, de soja, d'éthanol, qui oblige à transformer des terres pour mettre de l'essence dans nos bagnoles, hein, c'est comme ça à la fin, enfin mettre des agrocarburants dans nos voitures. Tout ça va participer de la dégradation de l'environnement, évidemment, au Brésil. J'en profite pour dire, j'étais dans le Cerrado, en fait. Parce que l'Amazonie commence à être un objet tellement iconique qu'au fond, il y a de plus en plus de règles pour protéger l'Amazonie. Et Lula, avec son nouveau gouvernement, veut protéger l'Amazonie incontestablement. Sauf que le Cerrado, qui est moins connu, qui est une savane arborée, qui a à peu près la moitié de l'Amazonie, c'est le château d'eau de l'Amazonie. C'est de là d'où vient l'eau qui permet à l'Amazonie d'être ce biotope si particulier. Et donc, en fait, le Cerrado, c'est le nouveau front du soja. Ça déforeste à tout va pour faire ce soja qui est évidemment extrêmement dangereux pour la protection de l'environnement dans le pays du Mercosur. Et ce soja qui vient alimenter de l'élevage industriel dont on sait qu'on doit aussi sortir. Donc, voilà. Un grand merci Yannick. On va passer maintenant à une phase de questions-réponses dans la salle. On va faire passer un micro. Je vous propose de prendre par série de 3 questions afin qu'Yannick puisse répondre. On tient dans le temps, mais il nous reste à peu près 25 minutes. Allez-y. S'il y a des femmes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour, David Kahn, Fédéral Europe. Oui, vous avez bien montré les difficultés de l'industrie européenne. Et vous avez montré également qu'on n'a pas de souveraineté industrielle en Europe parce que chaque pays a sa souveraineté propre. Moi, je me demande si, compte tenu, et c'est central parce que si on veut faire la transition verte, qui est nécessaire pas seulement pour le climat, mais je dirais peut-être autant, même plus pour la pollution, qui est un problème majeur pour la qualité de vie. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord réfléchir à se donner les moyens d'agir avant d'agir? Et quand je dis se donner les moyens d'agir, c'est avoir une souveraineté industrielle.
Et pour avoir une souveraineté industrielle, il faut un gouvernement, d'une certaine manière, un gouvernement européen. Il se trouve que le gouvernement allemand a proposé en 2021, dans son contrat de coalition, de créer un gouvernement européen, possiblement avec quelques pays fondateurs, ce qui me semble la voie la plus réaliste. Pourquoi ne pas commencer avec les Français et les Allemands et reprendre cette proposition? Et là, les citoyens auront peut-être confiance dans notre capacité à résorber notre retard industriel et à opérer la transition verte. Merci. Alors, On prend 3 séries de questions, ça te va? Bonsoir. Peut-être que vous avez déjà joué à la fresque du climat, un serious game, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, qui a vu le jour il y a quelques années. Moi, j'ai joué plusieurs fois et dedans, la dernière fois que j'ai joué, j'ai pris conscience du fait que donc qu'ils prédisent l'apparition de conflits climatiques dans un avenir assez proche, dans un avenir d'ailleurs dans lequel la guerre n'est plus hypothétique, puisque la guerre est déjà là, au sein de l'Europe par exemple. Jean-Marc Jancovici a dit à peu près la même chose dans une conférence à l'école de guerre il y a une semaine. Il y a un autre livre de la Red Team dans lequel on parle de conflits pandémiques. Vous avez parlé d'un risque d'habituation. Moi, ce que je vois chez Jean Jouzel et chez Jancovici, c'est que ce risque est déjà là, à savoir que pour eux, il est davantage question de prendre conscience du fait que le réchauffement climatique n'est plus une hypothèse. C'est un fait. C'est un dérèglement auquel on va devoir s'adapter et que la seule possibilité, c'est de devoir le réduire. Donc que les conflits climatiques vont survenir. Qu'est-ce que vous, chez EELV, vous pensez de ces conflits climatiques? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? on est contre. J'ai lu par exemple, Position unanime. dans le livre blanc de sécurité de 2013, je crois, ou 2008, Cécile Duflot prend la parole au nom de EELV et ne se positionne pas en tant que pacifiste. Elle dit que EELV n'est pas exactement pacifiste, qu'elle en revient à la théorie grecque. Je vais attaquer avant le... Alors, Ça laissera le temps à ces dames de... on m'a dit la même poser une chose. question. Quand j'ai dit il faut armer la résistance ukrainienne, on m'a dit mais vous rompez avec le pacifisme. Le pacifisme, c'est pas s'affranchir de l'histoire du monde. C'est pas s'affranchir des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Moi, j'étais très heureux que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains aient armé la résistance française. J'aurais aimé que la France soit plus active pour soutenir les républicains pendant la guerre d'Espagne, avec d'autres Européens. Donc le pacifisme, c'est évidemment trouver toutes les réponses, toutes les solutions, prendre toutes les tentatives pour éviter la guerre. Mais ça n'est pas une fois que la guerre est là, juste bramer en disant « moi je suis pour la paix ». Parce que ça, c'est laissé, notamment dans des conflits comme la Russie avec l'Ukraine ou potentiellement la Chine avec Taïwan, c'est laisser le bourreau massacrer la victime. Le pacifisme, c'est pas laisser les victimes se faire massacrer par des bourreaux. Donc, pour ma part, effectivement, j'ai pris très tôt position dans ce conflit, le jour même, en disant nous devons être solidaires avec la résistance ukrainienne et lui donner les moyens de sa défense. Ça ne veut pas dire que j'aime la guerre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est la seule possibilité pour qu'un peuple ne se fasse pas anéantir. C'est tout. Et donc, c'est d'être de ce côté-là de la barrière. Il y a deux choses dans le moment qui me hérissent le poil particulièrement. C'est de dire on est pour la paix. Ah ouais. Donc on est pour la paix. Évidemment, on laisse les choses se faire et Poutine massacre les Ukrainiens. Ou les Chinois massacrent les Taïwanais parce qu'ils sont aussi des démocrates. Le deuxième concept qui m'irrite, c'est le non-alignement. Le non-alignement, c'est un truc un peu revisité de la guerre froide, qui est de dire au fond, il y a deux grandes puissances, à peu près équilibrées en termes de moyens militaires, et donc on doit trouver un positionnement particulier entre ces deux grandes puissances.
C'est en partie ce qu'a fait l'Europe, évidemment en étant plus proche de la démocratie américaine que de la dictature soviétique, mais c'était un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on est tellement au cœur, s'il y a un conflit, c'est nous qui prenons les premiers missiles, qu'il fallait trouver une forme d'équilibre. Mais le non-alignement, tel que je l'entends, entre la Chine, l'une des pires dictatures, y compris dans l'histoire de la Chine, et Taïwan, enfin, je suis désolé, ça s'appelle de la lâcheté, et c'est plus munichois que gaulien. C'est Chamberlain, parce que Daladier avait compris ce qui se passait. Il l'a fait, mais il avait compris ce qui se passait. Mais Chamberlain était très content de ce qu'il avait donné à Hitler à ce moment-là. La question n'est pas de savoir, de revisiter ou de remettre au goût du jour des concepts qui racontent davantage les complaisances vis-à-vis de certaines dictatures ou qui racontent davantage un anti-américanisme primaire qui, au fond, fait des ennemis nos amis. La question, ce n'est pas le non-alignement sur qui. La question, c'est de savoir aujourd'hui, on est aligné sur quoi? C'est ça le grand projet européen. C'est de savoir comment se traduit, y compris dans le commerce, y compris dans la géopolitique, y compris dans toutes les négociations autour du climat, tout ça, c'est de savoir quelles sont nos valeurs. Si nos valeurs, c'est l'état de droit et les libertés, si c'est aujourd'hui faire du climat, de la biodiversité, de la justice sociale, des éléments structurants, y compris de la résilience de nos démocraties, à ce moment-là, on ne peut pas être à équidistance entre Taïwan et la Chine, ça ne veut rien dire. On ne peut pas être à équidistance entre l'Ukraine et la Russie. Donc, tout ça pour répondre à votre question, et de manière un peu... J'ai fait plus que répondre à votre question, vous l'avez bien compris. Moi, j'ai le pacifisme ancré en moi, mais je vis dans un monde où, en Russie, on viole des bébés, où on bombarde des populations civiles, où c'est une démocratie qui défend son territoire, sa capacité à vivre libre face à un envahisseur dictatorial. Donc maintenant, oui, évidemment, on rentre dans un monde qui n'est plus structuré de la même manière. J'ai raconté l'histoire de l'Europe et de sa vision du libre-échange, qui est assez unique, hein, qui n'est pas celle des États-Unis, qui n'est pas celle d'ailleurs de tous nos partenaires commerciaux. Bon. On rentre dans un monde où on a à la fois des régimes autocratiques, illibéraux, dictatoriaux, qui ne construisent plus leur régime politique en réaction à nos démocraties, qui construisent leur agenda politique contre nos démocraties. Ne pas voir comment la Chine est en train, par ses investissements dans le monde entier, est en train petit à petit d'avoir un agenda anti-occidental et anti-démocratique, c'est complètement se voiler la face. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, à la fois le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, fait que s'ajoute au fait que les ressources deviennent rares. Et l'Europe, comme la Chine, sont des continents à faibles ressources. Et donc, nous entrons dans un ordre mondial qui n'est plus simplement aller chercher les ressources, comme on l'a fait depuis l'époque coloniale, au fond, on vit dans une nouvelle guerre d'accaparement des ressources. C'est ça qui est en train de se passer, sur toutes les ressources. Et donc, il faut se préparer, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une économie sobre en ressources. On a besoin d'une économie circulaire, on a besoin de construire l'économie qui aura la plus grande sobriété en ressources, pour justement ne pas rentrer là-dessus. Mais les sécheresses, les inondations, les vagues submersions, vous pouvez prendre tous les chocs climatiques, plus les chocs de biodiversité, vous aurez des territoires qui ne seront plus habitables, qui le deviennent de moins en moins, qui ne seront plus habitables demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des conflits sur les ressources, ça veut dire des déplacements de population qui seront d'abord des déplacements dans ces pays
devenus ou qui ont des régions inhabitables, et évidemment, à un moment donné, des flux migratoires vers chez nous. Donc oui, on sera dans cette situation géopolitique, et on est déjà dans cette situation géopolitique. Politique industrielle. J'allais le dire. Je l'ai dit, nous sommes un géant réglementaire. C'est comme ça qu'on s'est construit. L'Europe, c'est un truc incroyable, parce qu'au fond, on n'a pas de police européenne, globalement. Donc, on définit ensemble une règle à laquelle on consent et qui devient notre règle commune. C'est la spécificité, l'originalité de l'Union européenne. Sauf que, aujourd'hui, et on le voit sur plusieurs sujets européens, on a l'impression qu'une fois qu'on a fait la règle, c'est réglé. Et donc, se met en place ce que j'appelle l'écologie d'évitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous mettez une règle, je ne sais pas quoi, sur l'automobile, les émissions de CO2 ou les émissions de NOx. Et en fait, au bout d'un moment, les gens n'y arrivent pas, ça râle, et en fait, vous contournez la règle. Vous, finalement, vous donnez des délais supplémentaires, vous autorisez des dépassements, ou vous faites comme si ça n'existait pas. Je pourrais prendre un autre exemple, les ZFE. Loi absolument indispensable au regard de la pollution de l'air et de l'aspect absolument dramatique de la pollution de l'air. Sauf que, une fois qu'on a fait ça, on dit ben maintenant, voilà, ça s'appliquera dans 5 ans, dans 10 ans, et puis on verra bien. Si on avait fait les ZFE, qu'en même temps, on avait misé enfin sur les transports collectifs, si on avait misé sur le soutien à la conversion automobile, le soutien aux familles les plus en difficulté, l'aménagement à l'entrée des villes pour les machins, les trucs, les voitures, tout ça. Au fond, la ZFE deviendrait une règle qui peut être contraignante, mais qu'on a suffisamment accompagnée pour qu'elle soit acceptée au regard de l'enjeu sanitaire. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une boîte qui s'appelle Vercor, qui est une boîte d'Isère, qui investit dans les gigafactories dans le Nord, avec le système américain, l'ARA, le système qu'ils ont développé, dit anti-inflation, mais qui met 370 milliards de dollars sur la transition climatique, avec des primes, des aides aux entreprises. Le gars, il s'installe aux États-Unis, le gouvernement américain lui donne 2,3 milliards de dollars. Il s'installe en Europe, il touche 200. C'est ça notre réalité. Nous sommes un nain budgétaire. Si on ne recrée pas les conditions d'un emprunt commun, d'une dette commune, pour investir sur tous ces sujets-là, on va se faire bouffer. De la même façon, j'ai porté, ça fait 15 ans que je le porte, un Buy European Act sur des secteurs stratégiques. Eh ben, avec nos marchés publics, on favorise nos entreprises. C'est ce que font tous nos partenaires commerciaux, tous. Nous, on dit, ah ben non, les marchés publics, vous ne pouvez pas mettre un critère géographique. Vous ne pouvez pas aider une entreprise locale ni une entreprise européenne. C'est interdit. C'est totalement fou dans le monde d'aujourd'hui. Les marchés publics, c'est 13% du produit intérieur brut. 13%. Et on met de côté un instrument qui pourrait dire on favorise l'achat, comme le font les Américains, de bagnoles, au moins dont les composants sont à 50% européens, fabriqués en Europe. Je vais vous raconter une histoire, ça va vous étonner. Il nous reste peu de temps, Yannick. Racontez. Je suis rapporteur pour le Parlement européen du CO2 dans les camions et dans les bus. Je m'occupe des camions européens. Et bien c'est passionnant, parce que là, on a encore les constructeurs européens, Scania, Volvo, Renault et Daimler et tous les autres, on tient encore le marché européen et le marché américain. Donc on est en train de penser une règle pour que les camions en 2040 soient zéro émission. Mais on ne met pas le Buy European Act. Moi je veux que les villes puissent indiquer que les bus qu'elles vont acheter pour s'équiper soient européens. C'est idiot,
Mais ça serait quand même totalement con qu'on mette en place une règle pour acheter que des bus BYD chinois. Donc, au fond, l'enjeu de notre politique industrielle, c'est de développer le spectre d'outils industriels, de politique industrielle qui nous manque. L'investissement, la conditionnalité des aides. On donne beaucoup d'argent à nos entreprises, aucune condition environnementale, aucune condition sociale. C'est un gâchis. Tous les experts le disent, même maintenant Pisani-Ferry, tous les experts le disent, le crédit impôt recherche. C'est un magnifique outil, le crédit impôt recherche, mais qui n'est pas assez conditionné pour aller vers les nouveaux secteurs. C'est comme ça qu'on aura une vraie politique industrielle. Merci, on va prendre encore... Vous pouvez applaudir hein, si vous le souhaitez. On va prendre encore une série de questions. Ah ben, je vois une femme au fond de la salle. Merci. C'est un peu dans la continuité de ce que vous venez de nous dire. J'aimerais avoir votre avis sur la décision qui concerne le fret SNCF. Et je voulais savoir, vous, à votre niveau, au niveau du Parlement européen, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire bouger les choses concernant cette aberration de la décision de la Commission européenne? Mais en même temps, elle applique les règles. Hein, donc, On va encore prendre une ou deux questions. Bonjour, merci. C'est pas vraiment une question, en fait, je suis censée vous poser une question, mais de ce que je retiens de tout ce que vous avez dit, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'arrêtent pas de revenir. C'est que globalement, dans plusieurs décisions, et même quand on prend des décisions et les problèmes d'application qui suivent, globalement, ça manque de perspective de long terme, de courage et de bon sens. Et moi, je ne comprends pas trop, mais après, bon, tout est si compliqué. Tout est si complexe, et qu'en même temps qu'on fait quelque chose de complexe, ça ne marche pas, et on demande de faire quelque chose de simple. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au final, on n'y arrive pas. Qu'on est juste de faire quelque chose de simple, il n'y a pas assez de critères. Du coup, c'est pas dévié, c'est pas efficace, c'est pas pragmatique. Et quand on fait quelque chose de trop complexe, finalement, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, je ne sais pas, c'était juste pour réagir. Monsieur Devant avait une question aussi. Et après, on reprendra une dernière série de questions. Je crois que Eric a une question aussi. Nos grands sujets de ce soir, l'énergie, le climat et la politique. Que pensez-vous, moi je suis l'Allemand, que pensez-vous de la coalition en Allemagne avec la participation des Verts? Est-ce que vous n'auriez pas plus de chance de mettre en œuvre vos idées qui sont tout à fait convaincantes en faisant partie du gouvernement dans une coalition? Alors, la première question sur le fret ferroviaire. Je discutais tout à l'heure, moi j'ai participé à l'époque, je représentais les associations au Grenelle de l'environnement. Le fret, le transport de marchandises par train, c'était 15% du transport de marchandises. L'objectif, c'était d'aller à 25 avant 2020. On est descendu à 9, les Allemands sont montés à 25. Ce que je veux dire, c'est que, comme toujours, c'est d'abord la question de la volonté politique. D'envoyer des signaux clairs et stables, notamment au monde économique. Ils ne rêvent que de ça. Je vous parlais des camions. Tous les constructeurs que je rencontre, et je les rencontre tous, ils me disent, allez-y, faites-le et créez les conditions. Mais envoyez le signal clair. Voilà où on va. On sort des moteurs thermiques. C'est globalement ça. On saura le faire. Allez-y, faites-le. Et au fond, le monde économique attend. Évidemment, il va plutôt favoriser son business plan, sa vitesse. Mais au fond, quand vous faites quelque chose qui est réaliste, ils sont prêts à y aller si vous créez les conditions d'accompagnement. Donc c'est la volonté politique et la stabilité politique des signaux qui sont envoyés. Et évidemment, sur le fret ferroviaire, c'est aberrant. Vous avez raison, il faut que nous, sur quoi on veut travailler, c'est un régime particulier, évidemment, pour le fret ferroviaire, parce que la Commission, parfois, effectivement, défend le droit européen. Ça ne veut pas dire que le droit européen ne doit pas évoluer, surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même la fête des aides d'État. Hein. Je veux dire, la réalité Covid plus Ukraine, c'est que on lâche sur toutes les aides d'État, sur toutes les conditions, et c'est encore une fois aberrant, parce que ça ne donne pas de signal. Vous lâchez sur les aides d'État, ça veut dire que les États peuvent dépenser beaucoup. Mais dépenser à quoi? Dépenser pourquoi? Pour faire le modèle d'avant, vous vous souvenez, pendant le Covid, après le premier confinement, tout le monde parlait du monde d'après.
Et là, on est en train de refaire le monde d'avant en pire. Ce qui est quand même fou, quoi. C'est une sorte de trouillomètre au niveau comme ça sur les transformations engagées. Donc sur le fret ferroviaire, il faut y aller. Deuxième question, la question de la complexité et de la facilité. Oui, l'enjeu aujourd'hui, si on veut sortir de cette écologie d'évitement, quand le président Macron dit, il y a quelques jours, au fond, si on résume, c'est ça qu'il veut dire, il faut faire une pause sur l'environnement. Quand il dit, alors il ne le dit pas comme ça, mais au fond, ce que tout le monde a retenu, c'est qu'il faut faire une pause sur l'environnement. Eh bien, s'il a raison, donc on arrête le climat, on arrête le truc. Ce qui montre aujourd'hui, et ce qu'on ressent au Parlement européen, on est en train de débattre au Parlement européen d'une loi sur la restauration de la nature, sujet absolument essentiel, sur la biodiversité. La droite européenne, classique, pour la première fois au Parlement européen, s'est exclue de la négociation de ce texte. Parce qu'au fond, ils ont l'impression qu'aujourd'hui, l'insécurisation de nos sociétés est telle qu'il faut aussi, en dépit du choc climatique, et peut-être parce qu'il est encore plus dur que ce qu'on imaginait, il faut se sortir des lois pour protéger le climat. Je l'ai dit, c'est quasiment de la psychanalyse en fait. Ça nous tombe tellement dessus, on va s'y adapter, mais au fond, on n'a plus envie de se donner les moyens d'eux parce qu'on sent que ça va être trop compliqué. Et la droite fait ça, et le président Macron veut capter cette ambiance aujourd'hui, qui est une sorte de Dieu. On a trop parlé d'écologie. Vous vous souvenez, Sarkozy avait fait la même chose, l'environnement, ça commence à bien faire. Et au fond, il y a quelque chose comme ça qui dit, ce sujet qui est trop important, au fond, il est trop lourd pour une société à porter. Et comme il est trop lourd, on va arrêter un peu d'en parler. On va arrêter un peu de le faire. C'est totalement irresponsable pour une société, mais c'est aussi un projet politique de s'affranchir des grands défis. Et enfin, la question de la coalition. Oui, vous savez mieux que quiconque comment ça fonctionne en Allemagne. Ils ont la proportionnelle. Donc, ayant la proportionnelle, ce n'est pas simplement la juste représentation des forces politiques au Parlement, en l'occurrence le Bundestag, mais c'est savoir qu'on ne sera jamais majoritaire tout seul. Donc, y compris quand vous faites campagne, vous ne faites pas campagne en disqualifiant les autres d'abord, en disant, comme je serai tout seul à la fin, je serai tout seul, je serai le plus fort, j'écraserai tous les autres et évidemment je mettrai en place mon projet à 100%, ce qui n'existe pas, mais c'est le fantasme de la présidentielle. Vous ne faites pas campagne en disqualifiant les autres, vous faites campagne en portant votre projet, tout en sachant qu'à un moment donné, vous allez négocier devant les citoyens, pendant des semaines, un contrat de coalition qui donne les points les uns après les autres. En France, c'est le scrutin majoritaire, donc chaque parti, et je suis bien placé, chaque candidat dit « voilà ce que je vais faire tout seul au service des Français », presque sans eux, parce qu'au fond, c'est quand même à l'Élysée que la société se décide, ce qui est une vaste blague, mais c'est le fantasme de la présidentielle. Et puis, au fond, vous faites un gouvernement en 3 jours, et on ne sait pas sur quoi. Sur ce qu'a été, y compris cette fausse campagne présidentielle qu'on a vécue quasiment sans débat, sans projet, sans rien du tout. Ça, c'est aberrant. Et pardon, il ne suffit pas d'avoir un ministre ou 2 ministres représentant l'idée de l'écologie dans un gouvernement pour que d'un seul coup, ce gouvernement devienne en partie écologiste. Puisqu'au fond, c'est le président de la République qui décide tout seul. C'est l'histoire de la Ve République et de tous les ministres écolos qui disent au fond, à la fin, c'est à Matignon que c'est bloqué, c'est aux finances que c'est bloqué, ou c'est le président qui ne veut pas faire. Moi, j'ai connu de près l'exercice Borloo, ministre de l'Environnement, parce que c'était le Grenelle de l'environnement. Il y avait une négociation, c'était intéressant. Et en fait, je veux dire, au début, Sarkozy l'a soutenu, puis après, il en a eu marre de se cogner les murs, Borloo, parce qu'il n'obtenait aucun arbitrage sur la rénovation thermique, sur le fret ferroviaire ou sur les énergies renouvelables. Alors, la coalition allemande, ils ont quand même négocié avant la guerre en Ukraine. C'est quand même, ça a changé 2-3 trucs dans leur contexte, mais ils ont accéléré, ils ont fini la sortie du nucléaire,
qui était engagé depuis 1999, réaffirmé par Merkel y compris. Ils ont avancé la sortie du charbon de 2038 à 2030 en voulant mettre absolument le paquet sur les énergies renouvelables et sur leur industrie capable de faire les énergies renouvelables. Donc c'est un pari énorme dans des situations très compliquées. Mais si vous prenez la coalition allemande, je prendrai un dernier truc, le FDP, les libéraux, ils sont totalement à la ramasse dans les sondages. Alors qu'est-ce que fait le FDP? Ils sont venus au niveau européen quand on a eu l'accord sur la sortie des moteurs thermiques pour l'automobile en 2035. Ils sont arrivés en disant « Ah oui, mais nous, on veut les carburants de synthèse. » Il n'y a que Porsche qui demande ça et Ferrari. Donc ce n'est pas pour vous et moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu incarner, le FDP? L'environnement, ça commence à bien faire. Faisons la pause environnementale. Merci Yannick. Il y avait une dernière question qu'on va prendre dans la salle et puis je propose de laisser, puisque le temps tourne, le mot de la fin à Eric qui a une question et bien sûr à Yannick. Oui, merci Monsieur Jadot, bonsoir. Moi-même je m'appelle Yves Collin. Je suis pour l'Europe, bien sûr, comme je pense tout le monde ici, comme vous, et un peu par atavisme. Je voulais émettre une critique sur votre exposé qui paraît... je trouve que vous noircissez quand même un peu le tableau sur la politique industrielle que vous connaissez bien. Dans la mesure où depuis 35 ans, l'Europe a créé la marque communautaire, puis en coopération renforcée, le brevet d'invention européen. Et peut-être que le peuple européen va commencer aussi à exister à ce niveau-là grâce à ces institutions industrielles. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'on a encore la chance d'avoir des ingénieurs, des chercheurs parmi les meilleurs du monde. Je pense qu'aujourd'hui, et ce qui a toujours été le problème, vous le savez, de l'Europe, c'est de passer de l'invention du prototype à l'industrie elle-même. Et on voit aujourd'hui disparaître beaucoup de nos inventions. J'ai parlé des États-Unis, on pourrait parler d'autres pays. Quand les Chinois, à leur manière, forment, je ne sais plus combien, 3 millions d'ingénieurs par an, investissent massivement sur les énergies renouvelables, sur l'économie circulaire, sur l'intelligence artificielle et sur ces sujets-là, quand les États-Unis ont compris cet enjeu, aujourd'hui émettent des centaines de milliards de dollars, je pense que moi je ne me satisfais pas de ce que fait l'Europe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'Europe a perdu. Si je suis aussi engagé, c'est parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui l'Europe a perdu. Je dis qu'elle pourrait perdre la bataille de l'économie climatique. Et ça, ça m'attriste parce que, y compris, vous savez, l'industrie, c'est de l'aménagement du territoire. Une partie de nos industries sont dans nos campagnes, dans des régions qui ont été dévastées du point de vue industriel, qui aujourd'hui sont en train de basculer au Rassemblement national. Et je ne me satisfais pas de ça, en fait, je ne me résigne pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a encore les moyens d'être un acteur majeur, pas le seul, ça ne veut rien dire, de cette nouvelle économie qui est à la fois bonne pour le climat et qui est bonne pour notre capacité à vivre ensemble de manière à peu près ouverte et avec nos libertés. Voilà. Et ça tombe bien, c'était un peu le sujet de la conférence. C'est comme si on s'était consulté avant pour la dernière question. Parce que je voudrais vous parler de Green Tech. Est-ce que vous savez quel est le groupe énergétique au niveau mondial qui dépense le plus, qui investit le plus en Green Tech? Vous le savez? Eh bien, c'est China Petroleum. Et ça nous interpelle, mais alors dans des proportions colossales, parce que je pense qu'ils investissent 5 fois plus que les entreprises qui se trouvent en dessous, que ce soit des entreprises américaines ou des entreprises européennes. Et donc, je rebondis sur votre idée,
pourquoi ne pas accélérer la souveraineté, le transfert de souveraineté dans certains domaines essentiels et dans lesquels on est bon, en plus, parce que je pense que les Français sont quand même très bons dans la green tech. Pourquoi on n'accélère pas le processus de transfert de cette responsabilité d'investir dans la green tech? Parce que qui dit investir dans la green tech dit réaliser une grande partie de ce que vous appelez de vos voeux. Et en plus, en utilisant des technologies qu'on pourra ensuite transférer dans d'autres domaines, qu'on pourra affiner dans ce domaine-là et qu'on pourra transférer ensuite dans d'autres domaines, ce qui nous permettra de rattraper notre retard en matière de tech. Merci Eric, et je te laisserai le mot de la fin. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord, je l'ai dit, on a les ingénieurs, on a les centres de recherche. Vous regardez ce qui est capable en France de faire le CEA du point de vue énergétique, ce qui est capable de faire l'INES sur le solaire en Isère. On a encore parmi les meilleurs ingénieurs en matière d'énergie. Ce que fait l'école centrale de Nantes, si vous voulez, le nucléaire, non, enfin pardon. Quand vous avez 15 ans de retard sur la construction d'un réacteur et qui coûte 20 milliards, c'est pas un succès. Moi, je veux bien qu'on le tourne comme ça en disant « Ouh, c'est un succet », mais... Ah ouais, le nucléaire propre sans déchets, d'accord, ok. Je pense que ça voudrait une conférence. Non, mais bon, on fera le débat une autre fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a parmi les meilleurs ingénieurs du monde, mais c'est vrai que, y compris, il y a tout le programme européen de ce qu'on appelle des Key Enabling Technologies, donc ces technologies essentielles sur les secteurs stratégiques et vitaux pour notre économie. Simplement, effectivement, quand vous êtes une start-up, quand vous êtes un chercheur, à un moment donné, quand vous voyez y compris la baisse des subventions dans la recherche publique, il faut prendre les trucs les uns après les autres. Hein. À un moment donné, vos chercheurs, ils vont travailler aux États-Unis. À un moment donné, votre innovation, elle est vendue ou installée, l'usine est installée aux États-Unis. Et ça, c'est pas acceptable en fait. Donc la question n'est pas forcément de mettre autant d'argent public que les États-Unis, mais c'est de régler, de soutenir, et de régler ce problème avec les États-Unis d'une concurrence déloyale sur les secteurs d'avenir. On a encore les capacités de le faire. Je ne noircis pas le tableau, mais je vois les choses s'accélérer de ce point de vue-là considérablement. Et après, c'est une question de normes. L'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique s'est beaucoup délocalisée, en Inde, en Chine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des meilleurs ingénieurs que nous ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la chimie liée aux médicaments est très polluante. Donc, ils ont préféré faire ça en Chine et en Inde. Eh bien, pourquoi on n'impose pas à l'industrie pharmaceutique qui, quand même, vit très bien du fait qu'on a des systèmes publics de remboursement des médicaments, pourquoi on n'impose pas que l'industrie pharmaceutique, en tout cas les médicaments qu'on achète et qui sont remboursés, soient produits dans des conditions qui satisfassent les critères environnementaux et sociaux de l'Europe? Eh bien, je peux vous dire qu'ils reviendront. Sauf qu'au train où ça va, c'est les Chinois qui vont le faire. Ouais, ils sont encore, c'est encore un pays un peu compliqué socialement, c'est un pays insupportable politiquement. Il y a un génocide sur les Ouïghours. Non, mais c'est eux qui vont soutenir les pays qui ont besoin de green tech. La question, c'est pas de faire une pause environnementale pour au fond se dire arrêtons de se donner la perspective, de se donner les signaux sur le climat, la biodiversité et tout ça, ou sur le numérique, mais c'est adaptons nos outils d'investissement, nos outils budgétaires. Enfin, même Pisani-Ferry aujourd'hui le dit. Je veux dire, l'endettement pour favoriser l'industrie du climat, c'est un endettement intelligent. Parce que c'est un endettement rentable. L'année dernière, 10 milliards d'euros du fait des chocs environnementaux dans notre pays. C'est ça la facture de 2022. Ça va nous coûter de plus en plus cher de ne pas le faire. Alors donnons-nous les moyens de le faire et ce sera rentable.
Et on aura un projet de société. Mais je pense que c'est au niveau européen. Mais je suis d'accord. Qui nous sortira d'une polarisation de nos sociétés où chacun déteste l'autre, où on n'a plus de projet collectif. Et quand on se déteste tous, qu'on n'a plus de projet collectif, ben à un moment donné, c'est comme en Italie, c'est comme en Finlande, c'est comme en Suède, c'est comme en Pologne, c'est comme en Hongrie, au-delà de d'autres pays en dehors de l'Union européenne. Et ben à un moment, c'est les fachos. Merci beaucoup Yannick. Alors on pourrait partir dans un long débat, mais on espère... Je vais te passer. En tout cas, on pourrait te réinviter pour parler de la question du nucléaire qui en elle seule, je pense, prendrait une conférence entière. D'ailleurs, on n'a pas pu, et j'en suis désolée, prendre l'ensemble des questions, et notamment des questions des jeunes Européens, mais n'hésitez pas à nous les transmettre et puis on te les enverra. Voilà. Non, mais qu'il y avait énormément de questions sur plein de sujets différents, comme quoi c'est passionnant, et je laisse un tout petit mot aux jeunes Européens qui co-animent avec moi. Merci. Merci Yannick Jadot pour la participation. Et merci tout le monde en fait pour votre participation. C'était très intéressant votre échange. Et les jeunes Européens, et les moins jeunes, je vous invite à poser des questions à Yannick, on lui transmettra, parce que je pense que pour nous tous, on a pris conscience maintenant que la question de l'énergie verte en particulier, mais de la green, de l'Europe verte, c'était sans doute ce qui nous permettra de sauver l'industrie française et l'industrie européenne. Ça c'est fait. C'est dynamique. C'est dynamique. On a débordé un peu, mais il n'y avait pas de cas. Avec plaisir. On va essayer de faire voilà. On voit bien les... Venez entre vous par ici, plutôt. Ouais, voilà. Comme ça. C'est ça. Voilà. Je peux vous passer tout ça. Voilà, à la voir autour. Avec plaisir. Merci beaucoup. Pour être sûr qu'on est d'accord. Non, et puis aussi une politique européenne. Oui, je suis d'accord. C'est ça. Public. Et puis le Merci beaucoup. C'est bien, ça fait les élections. On peut y aller. Les jeunes y votent. Yannick, je te présente, elle est sur ta liste de grande électrice. Oui. Ça va? Voilà, elle est dans le 14e. Donc elle viendra voter pour les sénatoriales. Voilà. Super.
noté, sinon c'est pour une amende. Hein. C'est noté. C'est pour une amende. C'est vote obligatoire. C'est 100 euros, je crois. 100 euros. Non, mais si tu as le droit d'un mot du médecin, décès, t'as pas des qualités, c'est 100 euros. Vraiment.